Bienvenue chez GoPirate. Dans cette capsule, on va voir en quoi les pirates de l'âge d'or de la piraterie étaient agiles même s'ils ne développaient pas de logiciel. Maurice, tu vas nous faire un petit cours d'histoire au début parce qu'il paraît que les pirates étaient agiles. Donc oui, Olivier, avant le mot, avant le temps, les pirates étaient agiles. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas une idée de concept ou de façon de faire et de travailler très spéciale. Pour eux, c'était une question de survie puis une question de travailler avec les réalités dans lesquelles ils vivaient. C'est-à-dire que pour un pirate, sa vie n'est pas stable. Okay? Un peu comme l'agilité a émergé de nos jours à cause de la vitesse de changement dans les marchés puis dans les entreprises. Pour les pirates, l'instabilité, c'est ancré dans leur quotidien. Donc, on parle pas de salaire fixe, pas de plan de match à long terme possible, pas de plan de carrière, rien de ça. Okay? Les pirates vont trouver leur proie au fur et à mesure qu'ils vont avancer, suite à beaucoup de travail de recherche, puis souvent un peu de hasard. Même s'ils l'ont trouvé, ce n'est pas garanti qu'ils vont même le rencontrer. L'océan, c'est grand. Les résultats d'un abordage, il n'y a aucune garantie là-dessus. Tout peut aller mal, comme tout peut très bien aller. Ça ne suivait pas nécessairement ton plan de projet. Ah, absolument pas. Absolument pas. Puis ça l'a coûté la position de bien des capitaines. Hein? Le rôle d'un capitaine, c'est de s'assurer de quand on fait un abordage, qu'il se passe bien. Donc, les pirates ont dû mettre en place certaines façons de faire, ils ont de réfléchir pour leur permettre de s'adapter à cette évolution constante-là, à cette instabilité-là. Les pirates vivaient dans un monde VUCA original, OK? VUCA, pour ceux qui ne connaissent pas, Maurice, tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Oui, absolument. C'est un acronyme anglophone qui essentiellement dit que le monde est volatile, donc il va pouvoir changer drastiquement très rapidement. Donc, uncertain, donc incertain, on ne peut pas vraiment prédire comment les choses vont aller, surtout à long terme. Il est complexe, c'est-à-dire qu'en observant une situation, on ne peut pas facilement voir toutes les ramifications qui vont en découler. Donc, ça rend chacune de nos actions dangereuses à poser. Et surtout quand les gestes étaient très politiques. Oui. La politique, c'était quelque chose à cette époque-là. Ça l'est encore aujourd'hui. Ben, ça l'est encore aujourd'hui, oui. Juste à regarder à chaque fois que, je ne sais pas, on va prendre au hasard, un président commence à se vider la tête sur Twitter, qu'est-ce que ça peut causer comme problème? Oui. Puis le dernier élément, c'est ambigu. C'est-à-dire que c'est pas possible de toujours comprendre ce que les choses qui peuvent sembler évidentes veulent dire. Donc, il y a des connexions cachées qu'on n'arrive pas à voir et ça fait que peu importe la quantité d'informations qu'on a, on ne peut jamais vraiment être assuré qu'on a toute l'information, c'est la bonne ou si on l'a interprétée correctement. Donc, puis ça prend aussi en compte là, le petit cadran là, qu'on voit souvent, là, ce que je sais, ce que je ne sais pas que je sais, ce que je sais que je ne sais pas, puis ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Exactement, Olivier. Donc, nos pirates ont dû réussir à développer et des réflexes et une manière de s'organiser pour affronter un monde dans lequel ils ne pouvaient avoir aucune certitude. OK? Tu sais, dans le fond, c'est le cas de bien des entreprises aussi. Là. On fait le lien là, facilement. Oui, ça c'est clair. C'est la même chose aujourd'hui, surtout pour des entreprises qui sont un peu plus petites. Donc, ils n'ont pas nécessairement le même genre de solidité qu'une grosse multinationale va avoir, tu sais, où tu as ce qu'on appelle un money shield, hein, un bouclier d'argent. Peu importe ce qui arrive, là, tu vas puiser d'un fonds puis tu sors. Mais pour une petite entreprise... tu lances de l'argent au problème, là, puis ça se règle. Exact. Pour une petite entreprise, ça ne prend pas de dévier de là où ils devraient être pendant très longtemps avant de simplement tout perdre ce qu'ils ont. On le voit dans notre situation de pandémie. Oui. Donc, les pirates ont dû se développer certains outils pour être en mesure de changer leurs objectifs extrêmement rapidement. Par exemple, l'Assemblée générale sur un navire pirate peut être appelée à n'importe quel moment par n'importe quel pirate. Tu vas voir le quartier maître, puis tu dis, OK, là, on a un sujet important à discuter. Le quartier maître va être juge si ça vaut la peine d'arrêter toute activité sur le bateau pour faire une réunion ou pas. Mais si c'est valide,
puis le quartier-maître est là comme le défenseur et le représentant de l'équipage au complet, la rencontre elle va arriver. Okay? Oui. Des fois, c'est une question de est-ce qu'on abandonne notre proie actuelle? Est-ce qu'on change de parcours parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction? Est-ce qu'on va chercher du ravitaillement où on pousse un petit peu plus loin en espérant pouvoir attraper quelqu'un? Donc, des fois, c'est juste de réaliser, OK, on commence à être dans l'eau chaude, il y a de plus en plus de patrouilles, il y a des gens qui sont spécifiquement après nous. Il est peut-être temps qu'on aille prendre des vacances à l'autre côté du monde. Ouais. Donc, ce genre de rencontre-là est absolument essentiel au bon fonctionnement d'un navire pirate. Dans le même ordre d'idée, les pirates avaient leur propre chef de groupe. Donc, on compte là-dessus le capitaine, on compte le quartier-maître, mais on compte aussi tous les chefs de sous-groupes, des canonniers à ceux qui gèrent l'abordage, à ceux qui gèrent les voiles. Okay? Chacun de ces groupes-là est une petite unité indépendante, okay, qui suit un chef qui a été élu. Cette élection-là est extrêmement importante pour les pirates. Ça leur donne la capacité d'avoir toujours un contrôle sur leur leadership. Puis quand on fait face à des situations changeantes très rapides, des fois, un changement de leadership, c'est quelque chose qu'on a besoin. On voit surtout ça en termes avec le capitaine, par exemple. Le capitaine a un devoir, c'est amener le bateau à la prospérité. En fait, 2 devoirs. Amener le bateau à la prospérité, donc trouver des proies. Puis, deuxièmement, les attraper. Donc, c'est lui qui est le commandant militaire en combat. Mais comme les pirates, dans le but de continuer à manger constamment, avaient plusieurs stratégies de revenus. Des fois, c'est attraper des bateaux. Des fois, ça va être aller assiéger une colonie. Ou des fois, ça va être de faire du marché noir. Donc, les pirates avaient quelque chose qui s'appelait la ronde, c'est-à-dire ils partaient des Caraïbes, se rendaient jusqu'en Inde, en Asie du Sud-Est, achetaient le maximum de choses sur le marché noir qu'ils pouvaient, les denrées précieuses, et les importaient jusqu'en Amérique, ce qui était complètement interdit parce que c'est une époque de monopole. C'est-à-dire qu'il y avait quelques grandes compagnies qui avaient le droit de faire ce genre de commerce-là. Ce qui faisait aussi que les colonies avaient habituellement, à cause des taxes très élevées, jamais les moyens d'acheter ces denrées précieuses-là. Donc, les pirates faisaient une belle fortune en approvisionnant les colonies de cette façon-là. Fait que tu parlais des chefs des sous-groupes là, dans les bateaux pirates. Là. Dans le fond, si on regarde, on compare avec aujourd'hui, ça nous rappelle un peu les chefs d'équipe, à la différence que du côté des pirates, ils étaient élus par les troupes. Exact. C'est clairement des chefs d'équipe, pareil comme aujourd'hui, mais élus. Habituellement, c'était la personne qui avait le plus d'expérience, le plus d'expertise dans un domaine qui allait se faire naturellement élire à la tête de ce domaine-là. Maintenant, tu vas rester élu tant et aussi longtemps que tes hommes ont confiance en toi. Si tu n'es pas un bon chef, tu as beau être le plus d'expérience, tu vas être mis de côté, un autre va être mis à la place. Certaines fois, il va y avoir des changements dans ces chefs-là selon la situation. Comme j'étais en train de parler, des fois, il faut que tu changes de stratégie pour gagner ton pain. À ce moment-là, c'est peut-être pas le même capitaine que tu as besoin. Si tu vas dans une autre section du monde, peut-être que c'est pas le même chef du groupe qui vont déployer puis ravaler les voiles. Ça va prendre quelqu'un qui s'y connaît plus avec les vents de cette région-là. Donc, ce n'est pas juste une question de performance, ce n'est pas juste une question de mérite, c'est une question de qui est la personne la plus appropriée. Puis ça, c'est quelque chose à garder en tête encore aujourd'hui, parce que dans un environnement très incertain, un environnement à haut VUCA, il faut être en mesure de s'adapter rapidement. Puis là, ce ne sont pas les titres, et puis ce n'est pas la fierté personnelle de quelqu'un d'avoir acquis un rôle à jouer qui devient important. Si on veut que l'entreprise survive et puis prospère, ça prend la personne la plus appropriée à la bonne place. Ouais. Donc, toujours en parlant des leaders, des pirates, ce qui est important, c'est que quand il y a des décisions qui sont à prendre, est-ce qu'on va pourchasser tel navire, par exemple? Le navire est plus gros, mieux armé, mais il est plus lent, par exemple. Bien là, on peut se poser la question, est-ce que le risque vaut la peine? Est-ce que notre réputation est assez grande qu'on pense que malgré sa taille et le fait qu'il est mieux équipé, il va probablement se rendre? À ce moment-là, on fait appel à nos chefs d'équipe parce que ce sont des experts.
Okay? L'expert qui s'occupe des voiles, puis de la coque, puis de l'état du bateau en général va être capable de dire est-ce qu'on est capable de faire des manœuvres beaucoup plus serrées qu'à l'habitude, aller beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude sans endommager le bateau. Donc, ce qui nous permettrait de pouvoir utiliser notre vitesse puis notre agilité versus l'autre gros navire. Le responsable des canons va pouvoir dire avec le genre de canon qu'on a, leur disposition, ça prendrait telle stratégie pour être en mesure de lui causer du dommage. Donc, ces voies-là sont extrêmement importantes. Mais ces voies-là ne sont pas entièrement décisionnelles, dans le sens que si le capitaine amène la proie sur la table et dit « c'est ce bateau-là qu'on devrait aller », c'est l'équipage qui décide si on le fait ou pas, sous les avis de ces chefs de groupe-là, donc qui sont des gens experts et expérimentés, qui vont être capables de donner leur opinion. Puis en bout de ligne, c'est l'équipage au complet qui va voter est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Simplement parce que leur vie en dépend un peu. Hein. Leur vie en dépend avenir. Complètement, oui. Et leur avenir aussi. Là. Fait que c'est pas quelque chose qu'on demande aujourd'hui en entreprise, rarement. Il y en a. Il y a des entreprises qui le font, on en a parlé. Mais... Il y a des entreprises qui le font, mais souvent, il y a des entreprises qui vont le faire. Ils vont demander l'avis à des experts qui ne sont pas nécessairement et qui ne trempent pas nécessairement dans ce que ce groupe-là ou dans ce que ce projet-là est en train de vivre. OK? Donc, ils sont pas skin in the game. Là. Exact. Okay? Donc, on a 2, 3 architectes d'entreprise en quelque part qui vont prendre des décisions pour des choses dans lesquelles ils ne touchent pas ni de près ni de loin. C'est juste que leur rôle, puis leur position hiérarchique, puis leur expertise fait en sorte que c'est leur opinion qu'on va écouter. On parle beaucoup d'agilité à l'échelle. Hein? C'est quelque chose que les pirates étaient capables de faire? Ah, bien sûr. Bien sûr. D'habitude, les pirates fonctionnent avec un navire. OK? Mais c'était régulier qu'ils allaient travailler en groupe. Donc, 2, 3 navires ensemble où les équipages allaient prendre une entente écrite sur comment ils allaient travailler. Puis à partir de là, ils essaient de coordonner leurs efforts. Des fois de façon entièrement individuelle, des fois en ayant un capitaine qui prend un rôle de commodore. Donc, il devient juste comme un surcapitaine. Un bel exemple de ça. Bon, tout le monde connaît le rhum Capitaine Morgan. Oui, le gars avec sa botte sur son baril. Exact. C'est pas juste une mascotte, c'est un vrai pirate. En fait, le gars était un corsaire pour les Anglais. Et en fait, il a oscillé entre corsaire et pirate assez régulièrement. Mais il a eu assez de succès, puis il est devenu un héros national et il a fini gouverneur de la Jamaïque. Okay? Un poste très respectable. Qui a fait que la Jamaïque s'est rapidement transformée en havre pirate. Donc, le capitaine Morgan a décidé un jour d'aller capturer la ville de Panama City, encore à l'époque où il était pirate. En fait, corsaire. Donc, lui, il avait sa lettre de marque. Mais c'est certain qu'à lui seul, il n'est pas capable d'aller prendre Panama City. Donc, Panama City n'est pas placé sur la côte atlantique, proche des Caraïbes, d'où était Morgan. C'était placé sur la côte du Pacifique. Donc, l'invasion devait essentiellement traverser Panama au complet pour se rendre jusqu'à la ville. Donc, ça prend beaucoup de monde pour faire ça. Puis Morgan, étant un corsaire, il y avait un navire. Et c'était encore, c'était vers la fin du 17e siècle. Les navires étaient plus petits qu'après la guerre suivante. Donc, les pirates de l'âge d'or dont on parle d'habitude avaient accès à des navires légèrement plus gros que ce que Morgan avait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un appel à tous les pirates, à tous les boucaniers, à tous les corsaires qu'il y avait dans la région. Il a dit, tous ceux qui veulent venir embarquer dans mon expédition doivent arriver avec leur navire, avec leur équipage, puis ils ont droit à une part du butin. Et par le temps que ça lui a pris de partir, d'organiser son expédition en Jamaïque, puis de se rendre jusque sur les côtes du Panama, qui est à peu près 2 mois là, que ça l'a pris à tout faire ça. Donc, il a pu passer d'une flotte d'un navire avec un équipage d'à peu près 150 personnes jusqu'à plus de 2000 hommes qui étaient avec lui.
quand même. C'est un bon multiplicateur, là. Un bon multiplicateur, puis on s'entend, en 2 mois, à une période où ça prenait du temps au message à se répartir. Hein? Après ça, ces gens-là doivent décider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Maintenant, il faut qu'ils se coordonnent avec aucune façon pour communiquer ensemble, savoir où est-ce qu'un groupe est rendu, où est-ce qu'il faut qu'il aille. Donc, ils ont réussi quand même à rassembler tout ce qu'ils avaient besoin, provisions, armement, hommes, navires, puis à se rendre là-bas. 2000 personnes. L'expédition a été, on va dire, un succès. Jusqu'à un certain point, mais assez que quand l'expédition s'est terminée, tout le monde est revenu, on sépare le butin et instantanément, cette flotte qui était gigantesque à l'époque se dissipe complètement. Imaginez ça, en à peu près 2 mois, parce que l'expédition en tant que telle, là, traverser Panama, aller prendre la ville et puis revenir, ça s'est fait en peut-être 2 semaines. Donc, environ 2 mois total, un peu plus que 2 mois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un effort, une petite entreprise de 100-150 personnes qui scale up puis scale down à 2000% en l'espace de 2 mois. Ils n'ont pas viré personne à la fin, là. Tout le monde était content avec sa part du butin. On va y aller avec cette histoire-là. Ouais. Parce que Morgane, c'est un trou de cul. Ah ouais, je sais pas. Oh, ouais. C'est pas tout le monde qui en a eu du butin parce qu'il s'est sauvé avec une partie. Encore aujourd'hui, on a de la difficulté à faire quelque chose comme ça. Là. C'est pas évident. Là. Puis quand on le fait, éventuellement, on va mettre juste tout le monde dehors. Donc, comme on peut voir, les pirates étaient déjà agiles, étaient déjà équipés, vivaient essentiellement des situations qui, même si c'était extrêmement différentes des nôtres, avaient quand même plusieurs points communs. Puis, leurs réponses à ces situations-là sont fort similaires à celles que nous, on a. Puis c'est fort similaire à celle que nous, on prêche en tant que Go Pirate. Donc, allez dans les entreprises progressistes, regardez nos 9 tendances, vous allez voir exactement les mêmes tendances que les pirates.